Avec 430 millions d'utilisateurs actifs par mois, Reddit est l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux et certainement le plus grand forum sur Internet. Reddit permet aux gens de trouver des personnes aux intérêts similaires, d'obtenir des réponses à leurs questions et d'avoir des discussions sur une multitude de sujets. Avec autant d'utilisateurs sur Reddit, la plateforme attire inévitablement des criminels qui partagent leurs pensées et secrets les plus sombres. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde obscur des criminels de Reddit. Jake 3572, ou plus connu sous le nom de Jake Davison, était un homme de 22 ans qui a ôté la vie à sa mère ainsi qu'à 5 autres personnes. L'une des victimes n'avait que 3 ans. Quelques semaines avant son crime, il a obtenu un permis de chasse de la police. Jake était actif sur de nombreux subreddits liés aux incels comme Renseltier, Air Men's Rides et Air Virgin. Depuis la suppression de son compte, nous pouvons consulter certains de ses messages sur Wayback. Le nombre de messages est très limité, mais cela nous donne une bonne idée du type d'individu qu'est Jake. Ce premier exemple présente un message d'apparence plutôt inoffensif. Il se décrit comme un paria oublié, qui a été oublié par la plupart des gens et qui ne reçoit même pas un seul like sur son profil Facebook, sa seule forme de contact en ligne. Il dit aussi qu'il ne parle qu'à sa mère et à son patron, mais c'est à peu près tout pour sa vie sociale. Il a déjà été banni de notre catégorie incel après avoir été exposé pour avoir manipulé une fille de 16 ans. Il parle aussi d'un autre groupe de personnes qu'on appelle Blackpill ou Blackpilled. Blackpilled signifie que les adeptes pensent que l'apparence est de génétique et que les femmes le choisissent, leur partenaire, uniquement sur des critères physiques, appelés lookisme. Devenir un incel est donc prédéterminé pour une personne. Fait intéressant, Jake publiait des messages partageant un discours tiré d'un jeu vidéo appelé Killzone 2 et disait que vous comprendriez son point de vue en le regardant. Il décrit un certain groupe dans ce jeu vidéo comme étant Blackpilled. Mon peuple, fils et filles d'Elgan, pendant de nombreuses années, nous avons été une nation brisée, rejetée, opprimée et conquise par ceux que nous cherchions à fuir. Il y a 10 ans, j'ai demandé du temps et ce temps m'a été accordé par vous, la force dans mon bras. Les détenteurs de mes rêves. Personnellement, je n'ai pas vraiment compris d'où il venait, et la plupart des commentateurs sous cette vidéo parlaient aussi de choses complètement sans rapport. Voici l'un des derniers messages accessibles dans les archives. Cela illustre parfaitement ce qu'ils pensent des femmes. Citation, les femmes sont programmées pour être des victimes professionnelles. Elles n'assument jamais la responsabilité de quoi que ce soit, ni de leur mauvais comportement, ni de leur mauvais choix, ni de leur mauvaise morale. C'est toujours la faute des hommes, de la société, du patriarcat, des hommes laids, des types bizarres ou d'autres femmes. Il continue de se plaindre de la méchanceté de sa mère, mais reste quand même avec elle pour des raisons d'argent. Le dernier commentaire que je veux partager est en même temps le plus ironique, étant donné le contexte que j'ai établi au début. Ici, il dit « Si tu profites de la vie, j'en suis heureux ». Je n'aime tout simplement pas quand les gens font des commentaires ignorants et m'accusent, comme si j'étais une sorte de monstre ignoble et dégoûtant. Eh bien, tu prouves plutôt le contraire en prenant la vie de tant de personnes, y compris celle de ta mère et celle d'un enfant. FStopFox, une affaire très récente. L'utilisateur FStopFox a créé un subreddit appelé FStopFitzgerald en 2017. Cependant, cela n'a vraiment pris de l'ampleur que le 28 avril de cette année. Richard Burdett, alias FStopFox, 55 ans, est accusé de leurre d'enfants de moins de 18 ans. Production, possession, accès et mise à disposition de contenus pédopornographiques sur son subreddit et d'autres plateformes en ligne. Au moment où je travaille sur cette vidéo, nous sommes le 19 mai. Le 20, il aura son audience au tribunal. Sur son subreddit, il a partagé des enregistrements scénarisés impliquant des mineurs et des élèves. Ce qui est inquiétant, c'est le nombre de membres qui fréquentaient le subreddit. Le subreddit comptait plus de 5000 utilisateurs. La description du subreddit indique « Un dépôt pour tous mes enregistrements ». Le 20 avril, la police de Toronto a perquisitionné et trouvé des preuves confirmant tout ce que j'ai dit. Depuis l'arrestation, la police a aussi fermé le subreddit. Il a été révélé que Richard Burdett, professeur de théâtre au lycée, avait échangé plus de 1300 messages à caractère explicite avec un élève. C'était en 2007. Il n'a reçu qu'une suspension d'1 mois pour ce comportement. Il a fait bien plus, mais tout se résume aux faits pour lesquels il a été inculpé. Jimbo Boy.
D'accord, il s'agit d'une affaire très récente et les informations pourraient être obsolètes lorsque vous verrez cette vidéo. C'est arrivé il y a tout juste quelques jours. Peyton Grendon, 18 ans, a tué 10 personnes et blessé 13 autres. On suppose que ce crime était motivé par la haine, puisqu'il a visé un supermarché au cœur d'une communauté majoritairement noire, et 11 des 13 personnes étaient également noires. Les gens vaquaient simplement à leurs occupations et faisaient leurs courses quand cet individu leur a ôté la vie. C'est ridicule. Il prévoyait de commettre un carnage prolongé selon les documents découverts par la police. Il était lourdement armé, portait un équipement tactique, y compris un casque tactique ainsi qu'une armure renforcée. Le suspect avait une caméra et a diffusé en direct son crime sur Twitch, ne surprenant personne. Cela semble être une reconstitution du crime de Brandon Tarrant. Brandon avait annoncé sur HM ses intentions et a diffusé en direct toute la scène. Les enquêteurs ont révélé que Peyton avait étudié des attaques haineuses antérieures d'après les mandats de perquisition de ses archives en ligne. Peyton a même créé un serveur Discord privé et y a invité quelques personnes. 30 minutes avant son attaque, il a annoncé ses intentions sur ce serveur. Fait intéressant, Peyton planifiait cela depuis des mois. Il s'est rendu plusieurs fois au supermarché, écrivant sur l'activité à chaque visite, notant le nombre de personnes noires et blanches présentes, allant jusqu'à dessiner un plan de l'intérieur du magasin. Le tireur avait envisagé une église ou une école primaire pour son attaque, mais a opté pour le supermarché en raison de sa fréquentation élevée. Peyton était présent en ligne sur 4chan, Discord et Reddit, c'est vraiment n'importe quoi. Son compte a été rapidement banni suite à l'incident, mais il existe des archives limitées. Sur Reddit, Peyton avait pour pseudo Jimbo Boy. Au début, tout paraît normal, mais quand il commence à poster sur le subreddit Made Me Smile, la situation dégénère vite. Ici, il écrit « C'est raciste parce qu'il n'y a pas de personne d'Alessia blanche dans cette vidéo ». Bien que rien de tel n'ait été publié dans ses archives auparavant, cela pourrait passer pour une blague, mais au vu du contexte actuel, il semble s'agir de son opinion réelle. Il a posé de nombreuses questions sur le subreddit R Tactical Jar, ainsi que sur R Quality Tactical Jar et R Ammo. C'est aussi pourquoi il était si bien informé sur l'armure à porter et l'équipement à utiliser. Sur R Ammo, sa dernière publication date du 14 mai 2022, le lendemain, les médias ont relaté son cas. Il est tragique de constater les extrémités auxquelles certains vont pour attirer l'attention, comme diffuser leurs crimes en direct sur Twitch. Il est surprenant de constater la facilité d'acquisition d'armes aux États-Unis. Je veux dire, Peyton possédait légalement ses armes dès l'âge de 18 ans. Quoi qu'il en soit, si tu es arrivé jusqu'ici, tu sembles clairement apprécier ce que tu vois, alors pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne? Merci. Karl H. Celui-ci est probablement le cas le plus populaire de toute cette liste, et il a été couvert par d'autres youtubeurs comme Nexpo. Karl Harold, aussi connu comme Karl H sur Reddit, était non seulement tristement célèbre pour ses crimes horribles, mais aussi pour sa personnalité en ligne serviable et amicale. Karl a créé un subreddit appelé Karl H Programming, dans le but d'apprendre aux débutants et aux programmeurs avancés comment coder. Ces cours étaient tous gratuits. La programmation est une compétence difficile à maîtriser. Le fait que Karl offre autant de ressources et de connaissances précieuses gratuitement a été apprécié par la plupart des gens. Karl était en fait tellement apprécié qu'il a même reçu le titre de Redditor du jour le 26 juillet 2012. Cependant, il faut noter qu'il proposait aussi des cours particuliers, facturés jusqu'à $70 la leçon. Vers 2013, Karl a soudainement arrêté de publier. Il y avait aussi une baisse d'activité sur ses autres réseaux sociaux. Une mise à jour concernant Karl est arrivée. Un événement imprévisible compte tenu de sa personnalité en ligne. Karl Herold, âgé de 32 ans, a été inculpé pour production et diffusion de contenu pédopornographique. Ce n'était pas un seul cas, il a été inculpé pour plusieurs affaires. La victime était un garçon de 9 ans qu'il a abusé, photographié, filmé, puis distribué à d'autres. Le garçon a été torturé et sodomisé devant la caméra. En tout, il a séquestré l'enfant pendant 8 mois. Pire encore, le garçon était son propre fils. Son fils n'a jamais été inscrit à l'école, n'a jamais reçu de vaccination normale et n'a jamais eu de moment de jeu ou de sortie sans surveillance. Karl avait un partenaire nommé Charles Donovan qui a participé à la même épreuve. Charles a été inculpé pour les mêmes crimes. Sur Reddit, la plupart des gens n'arrivaient pas vraiment à comprendre la nouvelle. Cependant, les preuves s'accumulaient contre Karl, rendant la nouvelle indéniable. L'admiration pour son travail a cessé. Les gens étaient furieux, l'insultant dans de nombreux commentaires sur YouTube, même sur son propre subreddit.
Carl devait être extradé à New York, mais il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Il s'est suicidé. Son partenaire Charles a été condamné à 56 ans de prison. Les informations sur le fils sont presque inexistantes. Il devrait avoir environ 17 ou 18 ans en ce moment. J'espère qu'il a pu se rétablir, tant mentalement que physiquement, mais il est évident qu'il restera marqué à vie. Pilote 94. Le compte de Pilote 94 a été supprimé, mais de nombreux sites web ont couvert cette affaire bien qu'il n'y ait, à ma connaissance, aucune couverture sur YouTube. En 2013, l'utilisateur Pilote 94 a écrit un long message sur le subreddit Off My Chest. Dans ce message, il révèle que lui et son meilleur ami, nommé Patrick, ont eu des rapports sexuels avec 3 filles âgées de 13 à 14 ans. Lui et Patrick avaient 18 ans à l'époque et ont échappé à leur crime. Son message porte le titre « Je devrais être en prison ». C'est très long, donc je vais résumer les points principaux. Il raconte comment il déménageait constamment d'un état à l'autre, mais qu'il a globalement très bien réussi dans la vie. Il se décrit comme étant sportif, beau, apprécié de tous et issu d'une famille aisée. Il venait d'une famille chrétienne conservatrice. Il se confie sur le fait qu'il avait une petite amie qu'il a trompée avec un de ses bons amis, ce qui l'a plongé dans une profonde dépression. Parallèlement, il a aussi arrêté de prendre ses médicaments pour le trouble déficitaire de l'attention et le trouble déficitaire de l'attention H. Pendant une période difficile, son ami Patrick l'a aidé, mais pas de façon vraiment marquante. Patrick l'a transformé en trafiquant de drogue. Ils ont eu des ennuis avec la police. Non seulement pour la vente, ils vandalisaient aussi des parcs et d'autres endroits en ville. Ils ont fait bien plus que boire de l'alcool, conduire en étant mineurs, voler et faire des excès de vitesse, mais ils en étaient responsables. Même dans le cas où ils étaient inculpés pour vandalisme, ils n'ont reçu qu'une probation et une amende, chez rien qui ne les empêcherait de faire l'impensable. Ils ont rencontré des filles de l'école qu'ils pensaient avoir 15 ou 16 ans, mais qui avaient en fait 13 ou 14 ans. Les adolescentes ivres les ont appelées. Lui et Patrick les ont conduites dans un quartier et ils ont eu des rapports sexuels avec elles pendant environ 1 heure. Une voiture de police est arrivée et les filles ont commencé à les accuser d'abus. Les filles ont dit que la seule raison pour laquelle elles avaient eu des rapports sexuels était qu'elles étaient ivres. Elles étaient toutes vierges et l'une d'elles avait des déchirures dans la région génitale. Les preuves étaient claires. Mais le détective principal et le chef de la police ont été renvoyés et l'affaire a tout simplement disparu. Ils n'ont jamais été inculpés. Il évoque sa transformation et celle de Patrick, leur diplôme de fin d'études secondaires et leur engagement dans l'armée, sans jamais mentionner les sentiments ni le devenir des victimes. Il n'a jamais exprimé une seule fois de culpabilité ou de honte. Rien, on dirait même qu'il est fier d'avoir échappé à ce crime. Heureusement, ce type était stupide. 1 mois après, il partagerait une lettre de bourse se révélant presque. Une personne a informé son université de cette affaire. Dans un ultime effort pour se sauver, il a effacé son message et ouvert un nouveau compte. Voici sa dernière mise à jour. J'ai partagé des informations personnelles que beaucoup connaissaient déjà, mais qui restaient importantes pour moi, car je ne me livre pas fréquemment. Je me suis senti bien à ce sujet et les gens étaient solidaires. Comme j'étais nouveau sur Reddit, je n'ai pas créé de compte jetable quand j'ai posté ça, donc c'est un peu resté au bas de mon compte. J'ai pensé à le supprimer, mais ensuite je me suis dit « À quoi bon publier quelque chose si personne ne sait qui c'est ?» Je ne suis pas fier de mon acte, mais je l'ai fait. Ma faute est mon erreur. J'ai continué à publier du contenu, et finalement, j'ai partagé des informations sur mon choix d'université dans un subreddit où je pensais que ce serait apprécié et accepté. Apparemment, quelqu'un est remonté dans mes publications et a vu le post « Off My Chest ». Alors, ce preux chevalier décide d'appeler mon université et explique tout ce que j'ai fait. Mes supérieurs me surveillent et je vais probablement être renvoyé. Ce qui va ruiner ma vie. Dieu merci. Dans ce message, il a également ajouté « Mais maintenant, à cause de petites choses que j'ai faites dans le passé, je n'aurai pas l'avenir pour lequel j'ai travaillé si dur. » Encore une fois, il ne se soucie pas de la vie de ces filles qu'il a détruites. Il ne pense qu'à lui. Il n'y a absolument aucun remords de sa part. Il qualifie ceux qui le critiquent de chevalier blanc et fait comme si ce n'était pas grave, mais juste une petite erreur. Un autre utilisateur de Reddit réagit « Sérieux mec ? Tu n'as aucun scrupule à gâcher la vie de 2 enfants. Faire boire 2 filles de 13-14 ans avec ton corps et les récompenser. Comment penses-tu qu'elles vont maintenant ? Tu crois qu'elles traversent le lycée sans problème ? Tu penses qu'elles vont bien émotionnellement ? Est-ce que ça t'importe même ? Bien qu'expulsé de l'université, il n'a jamais été inculpé. Ces filles devront vivre avec ce tourment à jamais.
Alors que Palette 94 et son ami Patrick ont eu de la chance que la police ne s'intéresse plus à leur affaire. Galpticos, c'est une affaire très sombre dont je ne peux pas donner les détails. Je ne vais aborder que la surface de ce sujet. Galpticos, alias Pharantoid, a partagé une lettre de 12 pages sur Google Doc et en a publié les liens sur Twitter et Instagram. Elles sont très faciles à trouver. Cependant, je déconseille leur lecture. Elles détaillent son crime et son état mental. Cela montre aussi à quel point son état d'esprit et son raisonnement sont délirants et défaillants. Rien de digne d'intérêt. J'aurais normalement inclus des extraits de sa lettre pour montrer ses motivations et intentions, mais vous comprendrez sûrement pourquoi je ne peux pas le faire ici sur YouTube. Je dois admettre que je fais cela depuis un certain temps et que je fais des recherches sur des sujets très sombres, mais lire cette lettre a été très difficile. Je vais principalement parler de son compte Reddit dans ce qui suit. Farhan Tohid, d'9 ans, a été retrouvé mort à Allen, dans le comté de Collin, au Texas, le 5 avril 2021. À côté de Farhan Tohid se trouvaient ses sœurs jumelles, son frère, son père, sa mère et sa grand-mère. Toutes leurs vies ont été prises par Farhan Tohid lui-même. Dans sa lettre, il a recommandé de consulter son code sur GitHub. On y trouve son nom d'utilisateur Gulbdkos. Il dit aussi que c'est son pseudo sur Reddit. En regardant son historique de publication, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Principalement des posts et subreddits de gaming ou commentaires sur AskReddit. Cependant, en tenant compte du contexte et de la personne derrière ce compte, il y a quelques commentaires très sombres et prophétiques. L'utilisateur répond à une question posée sur le forum AskReddit qui demandait quels problèmes les gens essayaient actuellement de résoudre. Sa réponse, je cite, « Trouver la motivation de me réveiller chaque jour pour le reste de ma vie ». Une autre question dit « Avec quelle décision de vie luttez-vous en ce moment ? Y a-t-il un moyen pour nous d'aider ?» Il répond de façon similaire « Mon été est presque terminé et il y a tellement de choses que je veux améliorer chez moi, mais je n'arrive pas à trouver la motivation. » C'est tout ce dont je peux parler dans cette vidéo, Aaron Swartz. Cette personne est probablement la moins troublante de toute cette liste, mais il est tout de même considéré comme un criminel par les procureurs de l'État et il est en fait l'un des cofondateurs de Reddit, donc je devais l'inclure dans cette vidéo. Aaron Swartz a été poursuivi pour de multiples violations du Computer Fraud and Abuse Act de 1986. Cependant, il est crucial de comprendre qui était réellement Aaron Swartz et les raisons pour lesquelles il est estimé par de nombreux internautes. Et il existe des documentaires de près de 2 heures sur Aaron. Je vais me concentrer sur les points clés de sa vie, notamment les éléments liés à son passé criminel présumé. Aaron Swartz était un pionnier de l'Internet qui a travaillé sur de nombreux projets fondamentaux pour le monde en ligne aujourd'hui. Il a contribué au développement du format WebFeed RSS qui permet aux utilisateurs et applications d'accéder aux mises à jour des sites web dans un format standardisé et lisible par machine. L'abonnement au flux RSS permet à un utilisateur de suivre de nombreux sites web depuis un seul endroit centralisé qui les surveille en permanence pour détecter les nouveaux contenus, évitant ainsi à l'utilisateur de les vérifier manuellement. C'est une innovation majeure, encore utilisée par les développeurs web aujourd'hui. Il a cofondé Reddit. Je n'ai pas besoin d'expliquer l'importance de Reddit aujourd'hui. Aaron a joué un rôle clé dans les débuts de Creative Commons, une organisation permettant aux créateurs de YouTube et d'autres plateformes d'utiliser gratuitement le travail d'autrui. Nous devons simplement créditer les artistes respectifs et c'est tout. Il a aussi contribué à Web.p et Markdown. Ce gars était un acteur majeur qui a créé des outils en ligne très importants. Je n'ai même pas tout listé de ce sur quoi il a travaillé. Gardez à l'esprit qu'il était très jeune quand il a fait tout ça, donc c'était clairement un génie d'une certaine sorte. Bien que cela semble génial à certains égards, cette histoire a un côté très sombre. Selon les autorités fédérales et de l'État, Aaron a utilisé JSTOR, une bibliothèque en ligne, pour télécharger un grand nombre d'articles de revues académiques via le réseau informatique du Massachusetts Institute of Technology sur une période de quelques semaines à la fin de 2010 et au début de 2011. D'après les autorités, Aaron a utilisé un ordinateur portable branché à un commutateur réseau dans un local technique sécurisé du Massachusetts Institute of Technology pour télécharger les documents. Vous vous demandez peut-être pourquoi Aaron a téléchargé tous ces fichiers. Il a partagé un manifeste en 2008. Dans ce manifeste, ses intentions deviennent très claires. Citation, « L'information, c'est le pouvoir, mais comme tout pouvoir, il y a ceux qui veulent à la garder pour eux. » L'ensemble du patrimoine scientifique et culturel mondial, publié pendant des siècles dans des livres et des revues, est de plus en plus numérisé et verrouillé par une poignée de sociétés privées. Pour accéder aux articles scientifiques les plus célèbres, il faut payer des montants élevés à des éditeurs comme Read Elsewhere.
C'est presque toujours son intention, rendre l'information libre et accessible à tous, surtout dans le domaine en ligne. Il était aussi un ardent opposant à la censure. Une caméra vidéo a filmé Aaron en train de télécharger illégalement des portable document format l'obligeant à rendre les données. Cependant, cela n'a pas arrêté les procureurs fédéraux. Aaron a été arrêté dans la nuit du 6 janvier 2011, près du campus de Harvard, par la police du Massachusetts Institute of Technology et un agent des services secrets, et il a été inculpé de 2 chefs d'accusation au niveau de l'État pour effraction avec intention de commettre un crime. Le 11 juillet 2011, il a été inculpé par un grand jury fédéral pour fraude électronique, fraude informatique, obtention illégale d'informations et dégradation imprudente d'un ordinateur protégé. Les procureurs ont multiplié les tentatives pour faire arrêter l'accusé, abandonnant à plusieurs reprises les chefs d'accusation initiaux au profit d'autres moyens. Chaque accord a été rejeté par les avocats d'Aaron et la poursuite s'est poursuivie jusqu'au 11 janvier 2013, puis s'est soudainement arrêtée. Aaron s'était suicidé, les gens supposant que la pression du procès l'avait poussé à bout. Les parents d'Aaron ont aussi blâmé le gouvernement pour sa mort. C'est vraiment tragique qu'un homme qui semblait avoir de bonnes intentions ait été aussi lourdement et inutilement puni par les procureurs fédéraux. Cela n'avait vraiment aucun sens. Les procureurs ont dû beaucoup reculer pendant le procès et Aaron n'aurait probablement pas été condamné, mais la pression et le stress ont eu raison de lui.